je suis née au Havre et j'ai été marquée depuis ma plus tendre enfance par un goût de l'ailleurs. Parce que tous les jours, je voyais partir des bateaux. J'étais très marquée par le problème de la ligne d'horizon. Parce qu'on me parlait souvent, on me disait, tu vois, le bateau, là, il disparaît parce que c'est la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, pour moi, c'était quand j'avais 5 ans, je sais pas, c'était un problème absolument insurmontable pour moi, parce que le bateau, et pour moi, il tombait. Il tombait. Quand il arrivait à la ligne d'horizon, le bateau, il tombait. Mais on le voyait, je le voyais revenir une semaine ou un mois après. Il revenait. Et mon grand-père, je me rends compte maintenant, je comprends maintenant à quel point il m'a enseigné la responsabilité. C'est-à-dire que on doit chacun choisir, enfin, comment dire, orienter sa vie en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire, de ce à quoi on croit, donc de ne pas rentrer, alors ça c'était évidemment la base, de ne pas rentrer dans un cadre spirituel. Donc moi j'étais dans un milieu totalement en dehors de la religion, mais ce que mon grand-père m'a appris, c'est comment être responsable de tout ce que je fais, de tout ce que je suis, de tout ce que j'entreprends. Voilà. D'être responsable. C'est-à-dire ça implique le respect de l'autre, très fortement. Ça implique de faire en sorte qu'on puisse être respecté. Donc se conduire d'une manière qui attire le respect. Et donc être toujours responsable. La notion de responsabilité, c'était la base avec lui. Alors, la ligne d'horizon, pour moi, c'était quelque chose de faramineux, quoi. Je ne comprenais pas. Et donc, tout ça pour dire que j'ai été baignée depuis ma plus tendre enfance par l'idée de l'ailleurs. Et qu'il faut aller voir ailleurs pour comprendre un peu le monde, quoi, pour voir le monde. Sinon, on est limité par la ligne d'horizon et après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, j'ai été baignée par ça et aussi par les lendemains qui chantent. Alors ça, c'était tout l'entourage politique chez moi, enfin de ma famille proche, hein, c'est-à-dire mes parents essentiellement, c'était les lendemains qui chantent. C'est-à-dire que demain, tout sera beau, tout sera merveilleux, tout sera facile, etc. Bon. Et donc quand j'ai fait des études, enfin le lycée et tout ça, j'avais ça dans mes gènes, hein, les deux. Et donc, j'avais envie vraiment d'aller voir ailleurs comment c'était, pas d'attendre dans l'avenir, mais d'aller voir maintenant comment c'était ailleurs. Et puis, il y a ce qui était déterminant pour moi, il y a eu le vote des pleins pouvoirs à Guy Mollet en 1956, début 57, pour accentuer la guerre en Algérie, pour renforcer la guerre en Algérie, alors que nous avions, moi j'étais étudiante à l'époque, nous avions fait campagne pour la paix en Algérie, nous avions fait la campagne. C'était la première fois que les étudiants s'engageaient fortement dans une campagne législative. Et nous avions fait donc campagne pour que la gauche soit élue, puisqu'il y avait eu une entente entre partis socialistes, communistes, etc. Et la première chose que fait Guy Mollet, président du Conseil, c'est de renforcer la guerre en Algérie. Alors, pour moi, ça a été l'effondrement
comment dire, j'ai renié tout d'un coup la société dans laquelle j'étais, quoi. Je ne pouvais plus supporter cette société qui avait fait quelque chose d'aussi incompréhensible et d'aussi ignoble de faire la guerre en Algérie. Voilà. Donc, ça m'a encouragée, si vous voulez, à partir, quoi. Il y a eu rupture, là, à ce moment-là. Il y a eu rupture. Je me suis même fâchée avec mes parents à un moment donné parce que ils étaient pour Guy Mollet, ils comprenaient la guerre d'Algérie, etc. Bon, donc je me suis fâchée avec eux et je n'avais qu'une idée, c'était de partir, de réaliser mon désir de voir ailleurs si c'était mieux. Bon. Et donc j'ai entrepris volontairement, en plus de ma licence de philo, j'ai fait des études d'anthropologie. J'ai eu la chance de faire sous la direction de Georges Ballandier, qui était le premier, Georges Ballandier, à vouloir ne plus considérer l'Afrique sur un plan anthropologique ahistorique, mais de considérer l'Afrique comme une société en mouvement. Et donc, il a créé toute cette orientation de ce qu'il appelait une sociologie actuelle de l'Afrique. Et donc, moi, je suis rentrée dans son laboratoire très vite. Et évidemment, je me suis concentrée sur les villes africaines, qui étaient le lieu, justement, du changement. Et c'est ce problème du changement qui me permettait d'accéder à un ailleurs. Et c'est quand, après avoir fait beaucoup d'enquêtes en milieu urbain africain, et notamment au Sénégal, que j'ai compris que les méthodes que nous utilisions, les chercheurs, les anthropologues, etc., ne donnaient pas un très bon reflet de la réalité telle que les gens la vivaient. Et donc, pendant longtemps, j'ai essayé de rendre compte des pratiques, par exemple, des pratiques des gens pour organiser leur espace en ville, pour se conduire aussi en ville, quelles sont les modifications des relations de parenté, leurs relations aux activités économiques, au travail, etc. J'ai essayé d'en rendre compte comme ça, mais en ethnologue, si vous voulez, comme ça. Bon. Mais j'étais très, très marquée à l'époque aussi par dans cette impossibilité d'exprimer vraiment ces choses-là de manière théorique, qui permettent de comprendre un peu, d'aller au-delà de l'observation empirique, en somme, mais de comprendre un peu les choses. Je me suis rendu compte, et ça c'est depuis que je suis en retraite que j'ai compris ça, c'est-à-dire à partir du moment où on peut prendre du recul, vraiment par rapport à tout ce qu'on a fait, c'est là où j'ai compris que j'étais coincée, comme beaucoup de mes collègues chercheurs, etc., j'étais coincée dans, d'un côté, ce que Pascal Bruckner appelle le sanglot de l'homme blanc, c'est-à-dire que l'homme blanc culpabilise dès qu'il essaye de comprendre des réalités africaines, par exemple. Il bute sur la culpabilité dont nous avons hérité des colonisateurs, nos ancêtres, etc., et même plus récemment. Et par ailleurs, je me suis rendu compte aussi que les intellectuels africains butent sur ce que Alain Mabanckou appelle maintenant le sanglot de l'homme noir. C'est-à-dire, il répond, enfin, il répond à Pascal Bruckner en disant
on a créé le blanc, vous avez créé le blanc, les colonisateurs, avec ses qualités et ses défauts. Il y a des gens qui étaient pour la colonisation, pour l'assimilation. L'assimilation, c'était le grand dessein, en somme, des colonisateurs un peu soucieux de faire autre chose que de détruire le noir. Donc vous avez créé le blanc avec ses qualités et ses culpabilités et ses défauts, mais c'est une catégorie raciale, culturelle, occidentale, très marquée, etc. Et nous, en réponse, les Africains, nous avons créé l'homme noir. Et c'est aussi une erreur, parce qu'il raconte, et maintenant les livres qu'il sort sont très, très explicites là-dessus. Il dit à quel point l'identité noire n'existe pas, à quel point l'Afrique est constituée de peuples extrêmement différents, de cultures différentes, etc. Et que c'est une erreur totale de vouloir catégoriser l'Africain comme l'homme noir. C'est une erreur de plus en plus marquée. Quand j'étais en plein dans le cambouis des recherches menées, je n'avais pas cette possibilité de prendre le recul. Personne ne nous le demandait. Personne ne nous le demandait. Les institutions de recherche ne nous demandaient pas ça. Les patrons de recherche que nous avions ne nous demandaient pas de prendre ce recul. Et c'est maintenant que nous pouvons le faire et que nous sommes un certain nombre quand même à le faire en analysant avec un autre regard, avec une autre approche, en analysant tout ce que nous avons fait finalement. Et c'est ce que j'essaye d'entreprendre. J'ai été étonnée à un moment donné, comme beaucoup de gens, par le phénomène de la sape. Alors, la sape, qui est en somme une invention congolaise, hein, c'est en fait, ça veut dire la société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est ça que ça veut dire. Mais les sapeurs, qui sont les membres de la SAP, je dirais, ce qu'on a retenu, c'est un peu la captation d'un mot d'argot de la SAP. Bon. Or, en fait, c'est... alors, quand on a commencé à y regarder d'un peu plus près, on s'est aperçu que c'était un processus assez marqué par l'autodérision, parce que ces sapeurs, qui sont des émigrés parfois, qui sont ici éboueurs ou qui travaillent dans le bâtiment, etc., quand ils ont la chance d'avoir du travail encore, prennent le vêtement de la plus arrogante modernité pour rentrer chez eux. Et chez eux, on les appelle les Parisiens. Bon. Donc, moi, c'est ça qui m'a alertée, si vous voulez, sur qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui se passe là culturellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a, on a dit d'abord de manière un peu superficielle à mon avis, on a dit, oui, c'est parce que les gens qui partaient en émigration à l'époque, c'est encore un peu comme ça d'ailleurs, qui partaient vers l'Europe, partaient vers un avenir meilleur, vers on a dit parfois un Eldorado, vers quelque chose qui était quand même un très grand progrès,
par rapport à ce qu'ils connaissaient chez eux. Donc, c'est la modernité là qui est mise en valeur, hein, qui est mise en scène, en somme, qui est mise en scène. Et donc, lorsqu'ils rentrent, ils doivent porter un costume Giorgio Armani, le chapeau feutre, les chaussures Weston, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, marquer comme ça que l'émigration est un passage presque spirituel, en somme, de la tradition vers la modernité. Moi, ce qui a commencé à me travailler, en somme, c'est cette confrontation entre tradition et modernité. C'est ça qui est au cœur du problème, à mon avis. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de voir quels étaient d'autres signes de cette complexité de la confrontation entre tradition et modernité. Et avec un peu ce cadre intellectuel, j'ai pu, à partir de ce moment-là, observer une multitude de cas où il y a ce problème. Et qui n'est pas du métissage. Cette confrontation entre tradition et modernité n'est pas du métissage. Quand Senghor et surtout Senghor et Aimé Césaire ont parlé du métissage, à mon avis, ils se sont trompés. C'est pas le métissage qui ressort. Il n'y a pas de métissage. Parce que la tradition reste beaucoup plus forte que ce qu'on avait imaginé, que la colonisation, en fait, avec notamment la colonisation française, avec sa grande théorie de l'assimilation, a tenté de toujours d'étouffer tout ce qui était tradition, et que cette tradition, elle est ressortie, elle ressort constamment elle ressort. Je parle le plus souvent de l'Afrique parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que c'est là où je suis le plus souvent allée, mais il y a ce genre de problème qui existe, y compris en Amérique latine, y compris chez les Indiens. Je suis allée une fois à Manaus, et il y a sans arrêt cette confrontation entre tradition et modernité. Et le meilleur souvenir que j'ai rapporté, moi, de Manaus, c'est une vision de l'opéra qui fut construit au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, par Eiffel, l'atelier de Eiffel. C'est lui qui a construit l'opéra de Manaus. Le marbre du sol, c'est du marbre de Carrare, blanc, superbe. Les fauteuils en bois et tout ça, c'est des bois précieux du Brésil. Et il y a dans comment ça s'appelle, la coupole de l'opéra de Manaus représente la tour Eiffel vue par en dessous, vue d'en dessous, dessinée par Chagall. Alors, bon, là, moi, je suis restée une bonne heure à contempler cette chose-là. Et donc c'est un exemple là extraordinaire. Ce qui m'intéresse beaucoup en Afrique, c'est la manière dont, dans la tradition, il y a quelque chose d'extrêmement important qui a réussi à
à surmonter toutes les péripéties de la colonisation, ce sont les structures de parenté. Je suis allée à Dakar et là j'ai pu vérifier, mais à une échelle considérable, à quel point cette confrontation entre tradition et modernité joue un rôle fondamental actuellement dans la transformation du paysage urbain à Dakar. Mais le plus souvent, ce sont des agglomérations, enfin des possibilités de concentrer dans un espace habité une famille qui fait une cinquantaine de personnes, en moyenne. Hein. Alors j'ai visité au mois de février, là, j'ai visité une maison dans un quartier que je connaissais très bien. À un niveau donné, il y a un espace qui est celui de la deuxième épouse, par exemple. Et il y a peut-être 2, 3 chambres qui font partie de cet espace. Il y a un salon et il y a une cuisine et une douche. Bon. Et voilà, il y a comme ça un certain nombre d'espaces à des étages différents qui représentent la structure traditionnelle de la famille. Ça reste traditionnel. Dans la polygamie, c'est pas le laisser-aller qu'on peut supposer dans l'adultère. C'est pas du tout le laisser-aller. Le mari doit visiter, c'est comme ça qu'on dit, chaque épouse régulièrement. C'est-à-dire qu'il commence par une, le lendemain c'est une autre, une autre, une autre. Voilà, quand il y en a 4. Bon. Et comme ça, et il recommence. Voilà. Beaucoup, dont le chef de famille là, que j'ai bien connu, ont aménagé leur maison d'origine, 3 pièces, ont aménagé très vite pour pouvoir concentrer les 4 épouses dans la même maison. C'est comme ça que ça a commencé, hein, les transformations. C'est comme ça que ça a commencé. Il y avait un ameublement moderne, canapé, etc. Mais on a déjeuné autour d'une table basse, autour d'une grande bassine. Autour d'une grande bassine où il y a le riz au poisson, qui est le mets national sénégalais, et qu'on mange avec une cuillère. On mange, autrefois, on mangeait avec la main. On prenait une boulette de riz avec du poisson et on mangeait comme ça. Mais là, maintenant, on mange avec la cuillère. Donc, si vous voulez, dans tout cet agencement de l'espace, il y a du moderne et il y a du traditionnel. Et là où il y a hybridation, c'est que chacun peut identifier ce qui est traditionnel et ce qui est moderne. C'est ça l'hybridation. C'est pas le métissage, justement. C'est comme dans les voitures hybrides, c'est soit... ça fonctionne soit sur l'électricité, soit sur l'essence. Mais ça ne se mélange pas. Et donc là, c'est pareil. Au Sénégal, qui est sûrement le pays où il y a le plus cet accès à l'hybridation, où c'est le plus reconnu, l'islam, pourtant le pays est réputé être... musulmans à 90%, hein. Il y a 10% à peu près de catholiques, puis c'est tout. Bon. Je crois que c'est grâce à ça, grâce à tout ce mouvement très profond, très répandu d'hybridation culturelle, qu'il n'y a pas d'islamisme radical au Sénégal. Il n'y a pas. Ça n'existe pas.
Et donc je pense que c'est grâce à ça, parce que c'est toute la société quoi, qui a adopté ce style, cette manière de voir les choses, cette manière de s'organiser, bon. C'est un fait très connu au Sénégal, que je connaissais depuis très longtemps. Les griots. Les griots, c'est une société très traditionnelle, hein, les griots. Ils sont prédominants au ministère de l'Information, à la télé, tout ce qui est média. Les griots sont très très présents. Et les descendants de griots, voilà, ça continue. Pendant très longtemps, on a pensé qu'ils étaient que dans la musique, y compris la musique moderne. Eux aussi, ils font de l'hybridation sur le plan de la musique. Parce que les musiciens africains, etc., modernes, qui ont emprunté au reggae, à toutes sortes de musiques qui avaient été transportées dans les îles, c'est des griots, généralement. Ils sont descendants de griots. Donc ça va très bien, mais ils ont aussi envahi d'autres secteurs qui représentent leur position dans la société, d'être ceux qui racontent, qui font des récits. Et donc la plupart des présentateurs à la télé sont des griots, d'origine griot. Bon, il y a aussi bien connu, ce qui est très connu, c'est les bijoutiers, ceux qui fabriquent les bijoux sur les trottoirs d'ailleurs, sont tous descendants de la caste des forgerons. Les bijoutiers sont les forgerons. Et donc, pourquoi il faut parler d'hybridation culturelle? C'est parce que pour les gens du pays, ils savent, eux, identifier ce qui vient de la tradition et ce qui vient du moderne. Ça les amuse beaucoup que ce soit des griots qui soient présentateurs à la télé. Moi, il y a un type qui m'a dit, un Sénégalais, il m'a dit, je sais reconnaître à sa manière de parler un présentateur de la télé, s'il est griot ou pas. Ils savent reconnaître. Donc, c'est là où il faut parler d'hybridation et non pas de métissage. Je veux dire que au moins l'indépendance, le retrait progressif de toute cette idéologie malfaisante de la colonisation et de l'assimilation, ça leur permet, c'est ça qui leur permet réellement de progresser, et de progresser dans d'avoir accès à la modernité. Ils ne refusent pas la modernité, pas du tout. C'est pas les Mormons, c'est pas Daesh. Je pense que cette histoire d'hybridation est quelque chose de très sérieux, parce que ça peut être ça qui leur permet d'affirmer une identité qui est complexe, qui est forcément complexe, parce qu'ils savent qu'ils ont été modernisés à coups de pied dans le derrière, qu'on a étouffé, le catholicisme notamment a étouffé leur spiritualité religieuse. Donc c'est très important pour leur permettre d'assumer leur quête d'identité, de leur identité propre, quoi, qui n'est pas celle des Noirs, des Nègres, mais qui l'identité de gens qui vivent en Afrique, qui sont africains, mais qui ne sont pas forcément identiques à ceux du pays d'à côté. C'est une identité. Il faut que ça devienne
individuelle aussi, l'identité, pour que ça fonctionne. Pour que ça donne des gens qui se respectent eux-mêmes et qui respectent les autres. On en revient à un thème du début de mon grand-père. Se respecter soi-même, respecter l'autre. Le couple, c'est le couple traditionnel. Peut-être, ça pourrait être des fétiches, hein, peut-être. Il faut qu'ils soient consacrés pour que ce soit des fétiches. Mais ils sont différents, mais ils sont complémentaires, parce qu'ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. La confrontation entre tradition et modernité. Manifestation d'affection, peut-être de tendresse, qui est le signe de la modernité, là. Parce que, normalement, ils doivent être séparés. Ensemble, mais séparés, en public.